Sure. Okay. Okay. So, any more question for Ben before he takes a breaks? No, no one. Thank you very Okay. much for coming though. I appreciate it. I know that probably the last thing you want to do is look at more Zoom conversations these days. But I really appreciate you inviting me, Etienne, and thank you all for coming to listen in on this. Yes, thanks for being here, Ben, and at the beginning of your morning. Thank you very much. And we will talk. We'll discuss later about some project and everything else. Perfect. Okay. So, merci aux étudiants d'être venus. Je pense qu'on pourra en discuter s'il y a besoin d'échanger sur le sujet. Vous pouvez m'envoyer un mail. Merci Anna pour les questions. Et puis on va passer la parole donc à Grégoire Besson qui est pour faire sa présentation, donc qui a soutenu une thèse une thèse d'histoire en 2019, l'année dernière, quasiment, ça fait faire un an, à l'université de Grenoble, intitulée Le temps du voyage, rythme et perception du temps dans les pratiques du voyage en Europe entre les Lumières et le romantisme, 1750-1850. Donc on est ravis que Grégoire soit là pour nous présenter ses travaux. Peut-être, Grégoire, juste peut-être en courte introduction, expliquer maintenant ce que tu fais, peut-être pendant que les étudiants sont encore un peu là, pour leur montrer qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on a un doctorat en histoire, et quelles sont les avenues qu'on peut utiliser, si tu veux bien le présenter. Oui, évidemment. Merci beaucoup, Grégoire, d'être là. Merci Étienne, merci pour l'invitation. Et donc moi, aujourd'hui, je suis ingénieur de recherche dans une boîte de consultants en innovation, donc rien à voir avec l'histoire. Et ce qui a permis parce qu'il n'y a plus de recruteurs, en fait, c'est la méthode qu'on déploie en histoire, les compétences spécifiques qu'on déploie en faisant une thèse, de pouvoir travailler en autonomie, analyser, synthétiser documents, voilà. Et donc c'est sur ça que j'ai été recruté et absolument pas sur le contenu de ma thèse, qui est donc par contre ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Et voilà, donc comme quoi les ponts, hein, il y a quand même des ponts qu'on peut emprunter entre faire de la recherche en sciences humaines et travailler dans le privé et dans des choses, dans des domaines qui sont très actuels. Parce que moi aujourd'hui, j'analyse des processus d'innovation pour des entreprises. On fait des missions comme ça, des études d'usage. Voilà. Mais dans le fond, ça reste quand même assez proche pour la méthode. Voilà. Donc comme tu l'as dit, Étienne, moi j'ai soutenu ma thèse en décembre de l'année dernière, ça va presque faire un an. Et je me suis rendu compte en préparant la présentation pour aujourd'hui que j'ai l'impression que ça fait 10 ans en fait, que c'était une autre vie. Et que ouais, j'avais quand même oublié pas mal de parties de ma thèse, de ce que j'avais fait. Alors pourtant, ça m'a quand même occupé ces 6 dernières années. Et voilà, le travail de recherche à l'université, le travail dans le privé, c'est quand même bien différent. Donc aujourd'hui, comme tu m'as dit que j'avais 3/4 d'heure à peu près, donc assez de temps, et puis donc dans le public, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup d'étudiants en tourisme. Donc il n'y a peut-être pas spécialement de chercheurs spécialistes du voyage, de la mobilité au XVIIIe siècle, à l'exception de Catherine, mais Catherine, on se connaît déjà bien. Donc je voulais faire une présentation assez générale, et puis après il y aura les questions pour préciser, et ma thèse est aussi disponible en ligne. Je vous enverrai le lien tout à l'heure, donc voilà, pour après toutes les références, vraiment des parties précises, s'il y a vraiment un point qui vous intéresse spécifiquement. Donc, moi, je vais commencer déjà. Comment est venu ce sujet de thèse? En fait, on va même repartir totalement différemment. Si je vous pose la question, par exemple, pourquoi est-ce que des fois, vous avez l'impression de faire un trajet de 2 heures, je ne sais pas, en voiture, vous partez en week-end avec vos copains, d'un endroit que vous ne connaissez pas, vous avez la montagne, par exemple, on n'a pas de montagne déjà. Vous avez l'impression que les 2 heures passent très vite.
et pourquoi des fois vous faites les mêmes 2 heures pour aller dans le TGV pour faire Paris-Lyon et vous avez l'impression que ces 2 heures elles passent beaucoup plus lentement. Et ben donc une constatation qu'on a déjà tous ressentie aujourd'hui, enfin là dans les années 2000, si vous voulez. Et moi en fait pendant mes recherches de master, et ben j'ai vu que des voyageurs en Europe se poser exactement la même question. Donc il y a plus de 200 ans, 250 ans. Et donc, ça m'a un peu intrigué. Et j'ai cherché s'il y avait déjà des travaux qui avaient été menés sur ce sujet. Et en fait, on a avéré qu'il n'y en avait aucun. Vraiment, pratiquement aucun. Et donc, c'est comme ça qu'est né mon sujet de thèse. Donc, d'une constatation. Donc, quand j'ai commencé en fait à travailler, donc moi j'avais déjà travaillé en master sur le voyage, la mobilité, aussi bien dans les Alpes du Dauphiné, donc on va dire le voyage dans la verticalité, et donc le voyage en Europe, parce que j'avais fait mon M2 en Hongrie, à Budapest, avec un Erasmus. Voilà. Et donc là, ce nouvel aspect du voyage, que je voulais étudier, c'était le temps. Et en fait, ça a évolué, il s'est retrouvé que le temps était l'objet de ma thèse, et que le voyage, en fait, était le cadre de ma thèse. Donc ça s'est un peu inversé. Donc, le temps, le voyage, c'est des objets qui sont totalement liés. Il y a un déplacement dans l'espace, un déplacement dans le temps, en fait. Et bizarrement, ça a été relativement peu étudié pour la période moderne et le début de la période contemporaine. Vraiment, les études sur le temps, c'est vraiment venu avec le chemin de fer et après avec la voiture. Et donc au 19e siècle, beaucoup d'études ensuite, mais très très peu avant. Je ne sais pas, Étienne, si j'ai quelques slides à projeter éventuellement. Oui, je crois que tu peux le faire si j'ai pas. Non, je peux pas. Je rappelle que tu me nommes animateur. Alors, est-ce que ça marche là? Non, toujours pas. Étrange. Alors, on va y voir. Nommer animateur, voilà, tu dois pouvoir. Ouais, c'est bon. Voilà. Parfait. Normalement, ça devrait être bon là. Ouais. Ok. Donc, j'en étais, voilà, donc un travail sur le temps. Alors, en fait, au début de mon travail, je me suis demandé, j'ai surtout trouvé que le temps, je prenais ça pour un objet relativement simple, une dimension comme une autre du voyage. Et en fait, pas du tout. Je me suis pris la tête pendant des années, littéralement, sur cet objet qui est tout bonnement insaisissable, en fait. Hein. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrêté, essayé de vous poser la question de qu'est-ce qu'est le temps, à quoi ça correspond. Et c'est une question que beaucoup de gens se posent depuis des millénaires et dont je crois que pas grand monde n'a encore trouvé la réponse, si tant est qu'il y ait une réponse. Hein. Et donc déjà, un premier gros travail a été de réfléchir sur le temps, d'essayer de voir quels aspects du temps intervenaient dans le voyage. Et en fait, des aspects, ils sont presque indénombrables et ils touchent à tout, vraiment, à tous les points du voyage. Et c'est là où ça a été assez compliqué. Donc ça, je reviendrai dessus juste après. Donc pour analyser donc les relations entre le temps et le voyage, il fallait un cadre, un contexte, et ça a été celui du milieu du XVIIIe siècle et entre le milieu du XVIIIe et le milieu du XIXe siècle. Alors tout simplement parce que c'était la période sur laquelle j'avais déjà travaillé, et aussi parce que c'est une période de grands changements
en Europe. Sur bien des aspects, c'est l'ère des révolutions, c'est aussi la mise en mouvement de l'Europe, c'est aussi le passage, en fait, ça c'est ce que j'avais vu au début, d'un point de vue temporel, c'est le passage d'un temps qui est pas... d'un temps qui est pas bien défini, qui est assez poreux, assez flottant, encore dans les années 1750. Par exemple, le concept d'être en avance, à l'heure, en retard, ça ne voulait rien dire en 1750. Le temps du travail, le temps des loisirs, tout était mélangé. Et par contre, en 1850, globalement, le vivre avec le temps, c'est comme aujourd'hui. Pour nous, quand on a un rendez-vous, être en avance, en retard, à l'heure, on sait ce que ça veut dire. On sait délimiter le temps, on sait un peu définir le temps. Et ça, en fait, c'est le temps qui intervient dans la société. Et le temps de la société, on ne peut pas le différencier du temps du voyage. Voilà, le temps de la société, c'est toutes les normes temporelles qui nous conditionnent, nous, en tant que groupe social et donc en tant qu'humain. En fait, donc voilà, c'était vraiment une imbrication de toutes ces problématiques. Et un gros travail, ça a été d'essayer d'analyser tout ça, de pouvoir délimiter, définir des aspects du temps dans le voyage et donc dans la société parce qu'on ne pouvait pas l'extraire. Donc, une des difficultés, ça a été de me dire déjà comment je vais analyser tout ça. Comment je vais pouvoir retrouver le temps qui a été perçu, qui a été vécu par des personnes qui elles, ont vécu il y a 2 siècles. Donc pour ça, j'ai utilisé différentes approches, donc l'approche de la psychologie, les neurosciences, l'anthropologie, la sociologie, évidemment l'histoire. Donc l'approche de l'histoire des sensibilités. Je ne sais pas s'il y en a qui sont familiers avec ça. Sinon, je vous encourage à aller lire à peu près tous les travaux d'Alain Corbin. Donc, c'est celui en France qui a développé ce champ de recherche, que moi je trouve absolument passionnant et intéressant. Et donc, mon travail de thèse, ça a été de recréer les cadres temporels des Européens, donc ces cadres qui conditionnent ces individualités, et d'interroger donc la conscience de voyageurs, mais aussi de voir qu'en manière inconsciente, ils ont parlé du temps, et donc tout ça dans le cadre du voyage. Enfin, du voyage. Je dis du voyage, c'est plutôt dans le cadre de la mobilité, pour être précis, donc d'un déplacement de sa personne en différents points. Voilà. En différents points de l'espace, ça à l'échelle de l'Europe. Donc moi, il m'a fallu repérer les signes, les traces du temps donc, dans les discours de ces voyageurs. Et alors heureusement, les structures mentales et les états de sensibilité, ça laisse des traces et des empreintes de partout. Donc j'ai pu avoir des sources multiples pour retrouver le temps. Donc ces sources, elles ont été donc principalement, c'était des récits, des guides de voyage, parce que c'est ce qui reste à l'historien 2 siècles plus tard pour comprendre comment une personne a vécu son voyage, comment il s'est déroulé, ce qu'elle a ressenti. Donc une source qui est assez compliquée à analyser. Donc je vais y revenir juste après. À côté des récits de voyage, j'ai aussi utilisé des guides de voyage, des traités sur le temps. Et en fait, comme je l'ai dit, le temps de voyage dépend du temps de la société. Et plein de sources qui ont permis de m'aider à caractériser le temps de la société à un moment donné. Donc beaucoup de sources culturelles. J'ai utilisé des sources iconographiques, beaucoup de littérature, de la poésie, aussi des écrits normatifs, c'est-à-dire des encyclopédies, des dictionnaires.
Donc tout ça, pour m'aider à reconstituer le cadre temporel des Européens et et ensuite dedans étudier les individualités dans leur voyage. La chose à prendre en compte, c'est si j'ai pris 1750-1850, c'est qu'il y a une évolution. Donc tout ça, toutes ces, si vous voulez, ces petits blocs, il a fallu que j'analyse pour chacun l'évolution entre 1750 et 1850, des évolutions parallèles, des évolutions différées, et voilà, pour voir comment, de manière générale, on aboutit donc d'un régime temporel, donc celui hérité du Moyen-Âge, un temps poreux, mal défini, à le régime temporel en fait moderne qu'on connaît encore presque aujourd'hui. Donc tous ces blocs temporels, en fait, la base pour les retrouver, ça a été comment les Européens, voilà sur la diapo, donc un petit récapitulatif de ce que je viens de dire. Donc déjà, la base, c'était comment les Européens mesurent le temps, comment ils perçoivent le temps. Donc pour ça, il a fallu mener toute une étude sur l'équipement des voyageurs, donc sur les montres dont ils disposaient. Et en fait, on se rend compte, donc ça c'était assez connu, hein, ça c'est pas été une grande aspect de mon travail. Comment ils utilisent leur montre en voyageant, qu'est-ce que ça leur donne comme information, est-ce qu'ils donnent de l'information aux montres, est-ce qu'ils donnent de l'information au temps, en fait, est-ce qu'ils mesurent précisément le temps ou pas. Et la réponse, ça a été que, alors Catherine pourra peut-être compléter tout à l'heure, elle s'y connaît un peu mieux que moi sur ce sujet-là. Moi, dans tous les récits que j'ai étudiés, tous les récits de voyage, j'ai trouvé très peu de mentions de montres, d'horloges, d'indices de temps. Aussi bien en 1750, même quand encore dans les années 1840, au début 1850. J'ai trouvé ça assez bizarre. Finalement, alors j'ai pas vraiment trouvé de réponse à ça. J'ai bien eu quelques pistes comme quoi, en fait, c'est bien beau d'avoir une montre, donc des montres qui étaient assez précises à l'époque, hein, qui coûtaient pas si cher que ça. Beaucoup de gens pouvaient avoir des montres. En fait, c'est que c'était difficile de pouvoir la régler parce qu'il n'y avait pas encore de temps défini à l'échelle d'une région, à l'échelle d'un pays, et encore moins à l'échelle internationale avec les fuseaux horaires. Ça, c'est arrivé que bien plus tard, à toute fin du 19e siècle, au début du 20e siècle. Donc déjà, j'avais ces voyageurs ils avaient des objets précis pour mesurer le temps, mais ils étaient dans un certain flou temporel. Ça a été une première difficulté. C'était un peu une des difficultés de base. Après, il m'a fallu demander à savoir, en fait, donc j'ai parlé des récits de voyage, comment ils écrivaient le temps. Parce qu'un récit de voyage, c'est une sorte de journal intime. Donc un journal, dans un journal intime, voilà, le temps, on peut l'écrire une entrée journalière chaque jour, cher journal, ainsi de suite. Dans le voyage, je ne sais pas, certains de vous ont l'habitude d'écrire des journaux, des récits de voyage quand ils voyagent. Eh ben il y a plein de façons de le faire en fait. Dans une époque où l'écrit a une place très importante, il y a eu un gros travail d'analyse. En fait, donc pour ceux qui sont vraiment familiers avec la méthode, avec le travail des sources en histoire, moi, je n'ai pas repris de sources inédites. Je ne suis pas allé dans les archives trouver des documents qui avaient été peu étudiés. Tous les récits de voyage que j'ai analysés, il y en a 118, plus d'autres annexes. Ça représente à peu près 130, 140 voyages. En fait, ils sont tous globalement connus. Ils ont déjà tous été soit des récits de voyage connus parce que c'est des auteurs connus. Hein. J'ai appris Goethe, Rousseau, enfin George Sand, des voyageurs très connus.
des voyageurs moins connus, des récits de voyage qui ont été très, très étudiés déjà par des historiens. Je pense au récit d'Arthur Young en France. Et voilà, mais en fait, j'aurais offert une analyse nouvelle en cherchant les indices du temps. Ces indices, ils sont presque partout, en fait. Même s'il n'y a pas de mention du temps, c'est quand même un indice du temps pour moi. Et donc, alors ça, je vais peut-être pas trop détailler, c'était vraiment très technique. Là, j'ai beaucoup utilisé les méthodes littéraires, de la littérature comparée. Il y a aussi, voilà, je vous ai dit, il y a toujours des évolutions. Donc là, toute l'évolution des discours entre cette période qui passe d'un discours orienté, on va dire lumière, un discours plutôt assez rationnel, un discours beaucoup, beaucoup plus subjectif, romantique, une quête du sublime. Voilà, donc c'était vraiment il a fallu démêler tout ça. Et au final, pour trouver donc, le temps qui sort par le type de récit, c'est un récit, enfin un journal, un récit après plus romancé, comment le nombre de dates qui sont écrites, le nombre d'indications horaires, les temporalités narratives, et à quel temps est écrit le récit, aussi les expressions implicites du temps. Il y a eu des voyageurs, d'un coup, ils se mettent à parler. Voilà, aujourd'hui, le temps est passé très vite. Aujourd'hui, le temps est passé lentement. Donc voilà, il y avait tout ça à reprendre. Donc ça, caractériser, donc, pour résumer cette première partie, caractériser le temps des voyageurs, comment ils perçoivent le temps, comment ils le mesurent, après comment ils l'écrivent. Ça, c'était pour pouvoir Donc quand ils écrivent, ils font déjà un effort intellectuel en pensant au temps. Comment moi je retrouve, ça c'était un peu la première partie. Après, donc comment ils peuvent percevoir le temps, l'hypothèse que j'ai émise, c'est que ça venait de leur manière de voyager. Il y a des modes de transport qu'ils utilisaient. S'il y avait des freins, des accélérateurs justement au voyage. Donc tout ça, comment ça pouvait influencer leur perception du temps et aussi comment eux, ces voyageurs, ils pouvaient jouer avec le temps. Est-ce qu'ils pouvaient chercher à accélérer, chercher à ralentir. Voilà, donc ces contraintes temporelles. Donc, voilà, donc c'était pratiquement 2 heures, donc les modes moyens de transport. Donc à l'échelle de l'Europe, entre 1750 et 1850, il y a énormément de modes de transport différents. Il y a du plus simple, la marche à pied. Même pour traverser l'Europe, il y a aussi le déplacement par voiture, donc des voitures hippomobiles, donc tirées par des chevaux. Je ne vais pas détailler, ça a déjà été très étudié, mais des sortes de voitures, il y en a énormément. Des voitures tirées par des chevaux, tirées par des ânes, par des bœufs. Après, donc ça c'est pour les moyens terrestres, là, je cite que les principaux. Il y a aussi la navigation fluviale, la navigation maritime, parce que en Europe, pour aller en Angleterre, pour aller en Scandinavie, souvent c'est la navigation en mer, donc pas en haute mer, mais quand même sur la mer. Et je vais vous expliquer juste après en quoi ça change fondamentalement de la navigation fluviale. Voilà, et souvent dans des voyages qui sont assez longs, il y a l'utilisation de tous ces modes et moyens de transport qui sont mélangés. J'ai étudié des voyageurs qui ont passé 5 ans à traverser l'Europe en long, en large, en travers, de l'Écosse à l'Espagne, à la Norvège, aux Balkans, à la Russie. Ah, donc vous doutez bien qu'ils ont pris des traîneaux donc des traîneaux sur patins en Russie sur des rivières gelées. Ils ont pris le bateau pour traverser la Manche. Qu'aller justement se déplacer en Andalousie, c'est pas la même chose que se déplacer en Norvège, dans les marais de Norvège l'été ou sur le sol gelé l'hiver. Voilà. Ces moyens de transport, donc voilà, je viens de le dire, hein, des fois ils dépendent de l'environnement, ils dépendent du climat, et ils influencent la perception du temps, comme pour nous, si on prend la voiture, on se déplace en train, si on fait un voyage à vélo, ou l'avion évidemment.
justement, en plus de tous ces moyens de transport, il y a aussi ce que j'appelais les accélérateurs et freins du voyage. Donc, il y a quelque chose, ça a été tous les progrès qu'il y a eu pour influencer ces modes et moyens de transport. Donc, ces progrès, ils sont venus principalement sur la route. Au XVIIIe siècle, c'est un peu le grand siècle des ponts et chaussées. La route a été vraiment développée, c'était une volonté des puissances, des États, dans leur quête un peu d'absolutisme. Ceux qui maîtrisaient la route maîtrisaient à l'époque l'information. C'est vraiment une importance stratégique primordiale. Ensuite, donc, parallèlement à la route, d'un point de vue technique, il y a eu les systèmes de déplacement, donc et d'information, les postes, donc les réseaux de postes pour le déplacement du courrier, mais aussi le déplacement des voyageurs, et les premiers transports en commun, donc les messageries, qui avaient justement des réseaux pour les premières messageries, comme des lignes de bus aujourd'hui, en fait. À côté de ça, il y avait des freins, peut-être pour les blocages institutionnels, passer les frontières, toutes les guerres qui ont eu en Europe, les frontières qui sont déplacées. Donc, c'est un peu le début du contrôle de l'identité, des passeports. Et évidemment, quelque chose qu'on retrouve très 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 souvent dans les récits de voyage, c'est l'accident, la casse, les mauvais conducteurs. En fait, partir du principe que plus vous voyagez longtemps, plus vous voyagez dans des pays avec des mauvaises routes. En France, les routes ça dépendait des périodes, mais elles n'étaient pas forcément très bonnes. Les voitures cassaient, ils cassaient les roues. Les routes, c'était des routes de terre avec des grandes ornières, les roues se cassaient, les yeux se brisaient. Ils finissaient dans le fossé, il y avait des accidents, des blessés, des morts. Et c'était très courant. Et comment casser une roue, par exemple, au fin fond de la Russie, il fallait trouver quelqu'un, un charron, qui était capable de refaire une roue. Et s'il y en avait un que dans le village qui était à 20 km, il fallait y aller à pied, il fallait qu'il fasse sa roue, il fallait revenir. Bref, on était immobilisés pendant 2 semaines. Je vois le temps qui passe, je vais passer, peut-être accélérer un peu. Voilà, donc, en plus donc, de ces cadres de transport un peu vraiment techniques ou institutionnels, il y a d'autres éléments un autre élément qui a beaucoup influencé, c'est l'environnement naturel. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément intuitif, on n'y pense pas forcément. Mais en fait, quand j'ai commencé sur l'exemple pour nous aujourd'hui, d'un voyage qui passe vite, d'un voyage qui passe lentement, et ça dépend aussi beaucoup de ce qu'on voit. On prend le train, on voit le Paris-Lyon, on voit le même champ de blé qui semble n'en plus finir. Voilà, ça nous occupe pas l'esprit, on trouve ça très monotone. On trouve que le temps passe beaucoup plus lentement qu'à l'inverse, si on est sur une route de montagne qu'on découvre, qu'on voit un nouveau paysage, des choses qui nous plaisent en fait derrière chaque virage. Ça, c'est valable aujourd'hui, et ça, c'était valable, et c'était même extrêmement valable il y a 2 siècles. Donc, justement, j'ai essayé de reprendre toute la vision du voyageur, l'importance qu'accordent les voyageurs à la vision. Ils recherchent le point de vue, aujourd'hui encore, mais à l'époque, dans beaucoup de récits de voyage, j'ai retrouvé des voyageurs qui faisaient des détours juste pour aller voir un beau point de vue. Ces points de vue pouvaient être naturels, pour voir un paysage, mais aussi culturel, pour aller voir une ruine, tout simplement. Les romantiques adoraient les ruines. Voilà, en plus de ça, il a fallu, sur la période, une évolution pour pouvoir observer en mouvement. C'était quelque chose qui n'a pas été... il a fallu s'habituer le regard à pouvoir observer avec la vitesse croissante des déplacements. Donc oui, alors ça justement, je ne l'ai pas précisé, mais c'était assez, je pense, assez logique pour tout le monde que, sans rentrer en détail, entre 1750 et 1850, la plupart des moyens de transport, la vitesse dans ces moyens de transport augmente progressivement, d'une manière encore plus marquée au XIXe siècle, de manière générale en Europe, avec beaucoup de disparités. Mais pour l'instant, je reste un peu à l'échelle générale. Donc voilà, il faut habituer l'œil à pouvoir observer en mouvement de plus en plus vite.
Et voilà, et tout ça, c'est quelque chose qui est, pour peu qu'on s'y intéresse, qui ressort beaucoup dans les récits et qui était assez intéressant à observer. Et donc, qui dit voir, dit voir souvent des paysages et toute une culture sociale du paysage. Beaucoup, ça se retrouve avec l'influence de la peinture. Je vous disais, j'ai aussi utilisé des sources iconographiques. Et il y a aussi une évolution dans la peinture de paysage entre le XVIIIe siècle et le XIXe siècle. Une évolution, il y a aussi par exemple la recherche des paysages plus pittoresques. Voilà, ce qui plaisait au XVIIIe siècle, c'était la campagne riante, comme il le décrivait. Ah, c'était une campagne joyeuse, des champs, des paysans heureux. Voilà, ça c'est quelque chose qui plaisait aux voyageurs. Ils aimaient rechercher ça, ils étaient contents quand ils trouvaient ça. Après, ça évolue un peu. Après, dans ces stéréotypes paysagers, donc la campagne. Je peux citer la plaine aussi. Donc la plaine, pour le coup, c'est très monotone. À une plaine, il ne se passe rien, il n'y a rien qui accroche l'œil. On revient à l'importance de la vision. Et les voyageurs s'embêtent, ils trouvent ça monotone. Il y a le topos de la montagne. Ça, là, on pense à Rousseau, à la découverte des Alpes, des paysages des Alpes, hein, qui arrive vraiment à cette période-là, au tournant des 2 siècles. La découverte de la mer, la mention du rivage, pour reprendre à la Corbin. Découverte de la mer, ça va être la découverte des bains de mer, qui étaient prescrits pour soigner les malades. Voilà, beaucoup plus de nobles, enfin de gens riches qui allaient passer presque des vacances à la mer, c'est vraiment le tout début. Voilà, l'immensité de la mer. Tout ça, tous ces paysages, ils évoluent. Donc j'ai dit, ils amènent des sensations. Dans le roman, les notions romantiques, ça fait ressentir des émotions. Voilà, et j'ai retrouvé des descriptions vraiment écrites. Je n'ai pas une juste là. Vraiment des voyageurs qui disent devant ce paysage, je trouvais que le temps s'est arrêté tellement qu'il me plaisait. Devant ce voyageur, j'ai ressenti tellement d'émotions que le temps est passé. J'y suis resté toute la soirée à observer ce ciel. J'ai l'impression que ça a duré 5 minutes. Donc voilà, il y avait un peu tout ça. Alors après, il y a tous les climats qui interfèrent aussi sur la perception des paysages, les conditions météorologiques. Voilà, ça intervient sur aussi le plaisir ou ce qui est désagréable. Quelqu'un qui est obligé de marcher à côté de son cheval parce qu'il y a un sentier beaucoup trop petit, il y a un beau paysage, il fait bon, il fait beau. Voilà, c'est agréable. Le temps passe plutôt vite. C'est la même chose sous la pluie, de nuit, il ne trouve pas l'auberge, le temps passe beaucoup plus lentement. Voilà, donc enfin, beaucoup de paramètres à prendre en compte en fait. Hein. Et tous ces paramètres, donc pas forcément intuitifs, mais quand on s'y arrête, on y réfléchit. Tout ce que je viens de vous décrire, donc là, extrêmement rapidement, en fait, si on pense à nos propres pratiques aujourd'hui, ils sont toujours valables pour nous. Hein, le paysage, la vision, les conditions météo, voilà, les climats, et ben c'est un peu pareil pour nous, même si les moyens de transport ont changé. Donc, à côté de tout ça, je me suis demandé quelle était l'influence des guides. Encore une fois, pareil, hein, je fais toujours le parallèle avec nos pratiques d'aujourd'hui. Aujourd'hui, si on part, on a plein de guides, hein, l'Omniplanète, le Routard, il y en a énormément. Et ben, au 18e, 19e siècle, il y avait aussi des guides. Mais les guides commencent bien plus tôt. C'est moins une période où ils se développent, où ils se transforment. Donc, parmi tous ces guides, il y avait des itinéraires qui décrivent juste une route. Il y avait des guides qui décrivaient vraiment des villes, tout ce qu'il fallait voir dans la ville, toutes les œuvres d'art qu'il y avait dans les musées. Et il y a aussi quelque chose qui intervient à cette période-là, c'est ça qui était très intéressant,
c'est la création des guides modernes de voyage, qui apparaît fin XVIIIe siècle et qui se concrétise vraiment au début du XIXe siècle avec les guides Murray en Angleterre, les guides Baedeker en Allemagne. Ces guides, ils commencent à proposer des circuits. Par exemple, pour un pays, ça va être un guide du voyage en Italie, avec des itinéraires dedans, aller voir l'Italie du Nord, aller voir l'Italie du Sud, quelles routes sont les plus intéressantes à prendre parce qu'il y a le plus de choses à voir, quoi voir dans les villes. Voilà, c'était plus juste une liste d'itinéraires comme avant ou des guides extrêmement exhaustifs qui faisaient 6 volumes de 500 pages à des guides qui étaient transportables. Et dans ces guides, justement, je m'étais posé la question comment représenter le temps, représenter l'espace dedans. Donc, un peu comme aujourd'hui, quand il y a des guides qui font des étapes, ils disent tel kilomètre entre telle ville et telle ville, tel kilomètre entre telle ville et telle ville. Il y en a certains qui commencent à mettre, il y a tel temps entre telle ville et telle ville. Alors ça a été une nouveauté. Et même plus fort que ça, ces guides ils se sont mis à préconiser à faire des préconisations temporelles. Dans ces préconisations, il y avait c'était rationaliser le temps. Ça apparaît au XIXe siècle. Le guide, il ne fonctionne pas sur le souvenir, mais il fonctionne sur l'anticipation. Et sont apparus des guides qui proposaient j'ai parlé des tours, des skeleton tours. Ça va être le début des guides qui vont faire un tour, qui ont proposé par exemple voir l'Italie en 2 mois. Faire un tour, les premiers c'était les guides anglais qui étaient un peu plus en avance qui étaient un peu précurseurs sur la matière. Voyage le long du Rhin en 3 semaines. Voilà, ça apparaît dans les années 1820, 1830. C'est quelque chose de totalement nouveau. Un monde assez totalement nouveau pour l'époque, et ce changement apparaît très très vite. Il y a même des guides qui sont pareils dans les villes. J'essaie de retrouver, c'était Antonio Quadri qui a fait des guides pour Venise en 1820. Son guide, c'est 8 jours à Venise. Et donc, il dit en 8 jours, qu'est-ce qu'il faut faire? Il met un trajet dans la ville, voir telle rue. Ici, il faut visiter tel palais. Dans ce palais, il faut aller voir ça à tel étage, ça à tel étage. Ce qui est extrêmement moderne, qu'on voit que c'est exactement la même chose qui arrive aujourd'hui. Et surtout, c'est que passer 8 jours à Venise en 1820, c'est extrêmement rapide. Donc, l'Italie, un peu le centre du voyage en Europe à cette période, les gens à Venise, ils n'y passaient pas 8 jours ou un week-end comme aujourd'hui, ils y passaient 6 mois à Venise. Quand on est en Italie, c'était pas 2 semaines en Italie, c'était 6 mois pour les plus rapides. Habituellement, c'était 1 an, voire 2 ou 3 ans qu'on passait en Italie. Et lui, c'est 8 jours à Venise. Alors, 7 ans après, 1827, il publie 4 jours à Venise. Parce qu'il y a des gens qui lui ont fait, il dit que des gens lui ont fait la demande. Voilà, et donc tous les guides créent des systèmes, un peu à la suite, créent des systèmes d'étoiles. Le voyageur, il a tant de temps dans la ville, mais il va voir principalement ce qui est noté 3 étoiles. Et il a un peu plus de, il a un peu plus de temps, il va pouvoir voir les 2 étoiles. Voilà, donc tout ça, ça a pour but de fournir une organisation du voyage aux voyageurs, donc c'est les guides, et surtout pour un temps très, très rationalisé. Voilà, et ces guides, ils apprennent aussi aux voyageurs à bien gérer son temps. Voilà, c'est pour l'aider à montrer les choses à voir. Il fallait pas perdre de temps. Donc moi, je me suis demandé si ce changement qui intervient dans les guides, si les voyageurs, si les voyageurs étaient réceptifs à ça. Et en fait, j'ai été assez surpris, oui et non. Je me suis rendu compte que quand j'ai étudié chaque voyage, précisément un par un, je me retrouvais qu'avec des cas particuliers. En fait, les voyageurs, ils sont tous, c'est des hommes, des femmes, ils ont un âge différent, voyagent pour un but différent.
Donc j'avais essayé à la base de tout mélanger, des hommes, des femmes, des plus jeunes. Je crois que le plus jeune a 17 ans, le plus vieux a plus de 60 ans, qui voyagent aux quatre coins de l'Europe, qui font des voyages les plus rapides de quelques semaines, les plus longs de plusieurs années. Il y en a qui vont voir qu'un pays, il y en a qui vont voir vraiment tous les pays d'Europe. Je vais essayer de tout mélanger. Et donc en voyant ça, en fait, un par un, que des cas particuliers. Certains qui écrivent beaucoup de dates, d'autres qui écrivent très peu de dates. Certains qui parlent beaucoup du temps, d'autres qui parlent jamais du temps, d'autres qui ont l'air de pas du tout s'y intéresser, même de manière inconsciente, d'autres qui font attention, certains qui en 1840 cherchent pas du tout à rationaliser le temps, certains qui cherchent à le rationaliser dès les années 1760. Donc voilà, même en recoupant ça, j'ai pu recouper un peu par certains grands types de voyages, hein, si c'était les voyages qui avaient vraiment un but, par exemple des voyages diplomatiques, des missions, des voyages commerciaux, les voyages savants, qui étaient encore un voyage assez particulier. Et surtout, ce qui m'a bien intéressé, c'est le voyage d'agrément qui apparaît à cette époque-là. Donc le voyage d'agrément, c'est commencer à voyager sans avoir une raison impérieuse de le faire. Et c'est à cette période, donc ça a déjà été très étudié, hein, donc je ne vais pas détailler outre mesure, peu l'invention, le début du tourisme et de pratiques assez modernes du tourisme. Voilà, ce qui était lié au guide moderne dont je parlais juste avant. Donc de tous ces voyageurs, de tous ces cas particuliers, je m'étais retrouvé bien embêté. Voilà, ici j'ai un exemple de Français qui ont à peu près le même âge, de bourgeois parisiens, qui partent faire la première croisière. Donc ils prennent ça comme la première croisière. C'est un bateau qui part en 1840 de Marseille, de Naples, pardon, il part de Naples. Il va faire un tour, il va en Sicile, il va en Grèce, il va à Constantinople, il revient, il met 3 mois à faire ça, voilà. Et ces deux voyageurs, ils disent chacun des choses totalement différentes sur le temps. L'un, il trouve que le temps passe lentement, il trouve que le temps passe vite, il note toutes les vitesses du bateau, le temps qu'il reste dans telle ville, le temps de son excursion. L'autre, pas du tout. Donc voilà, et donc là, face à tous ces cas particuliers, il a fallu que je cherche quand même si je pouvais les regrouper. Il y avait aussi le cas des femmes. Voilà, le cas des femmes, c'était encore plus je crois que j'ai pas vraiment le temps de le détailler, mais c'était encore quelque chose de plus particulier, puisqu'il y a peu de femmes qui voyageaient pour elles-mêmes, souvent elles voyageaient pour accompagner leur mari. C'était vraiment intéressant de voir ce cas particulier des femmes. Et donc, je me suis demandé si c'était pas vraiment lié aux personnes. Est-ce qu'il y avait une organisation du découpage, une organisation du voyage qui pouvait essayer de regrouper tout ça? Donc, je me suis posé la question des étapes. Est-ce qu'il y a des temporalités différentes selon les étapes, justement, si c'était l'aller, si c'était le retour, si c'était l'excursion, je me disais beaucoup, une sorte de parenthèse temporelle du voyage. Je me suis posé la question pour les arrêts, si c'est un arrêt court, de rester quelques jours, et maximum quelques semaines dans une ville. Si c'est de rester plusieurs mois, plusieurs années, un Français, un Anglais qui voyage en Italie, par contre il reste un an à Rome, est-ce qu'il se considère encore comme en voyage, plus en voyage à Rome? Comment il écrit le temps dans son récit? Voilà, donc il y a eu toutes ces choses à prendre en compte. Et au final, j'en suis venu ça, c'était une de mes premières conclusions, c'est que le principal organisateur du voyage au XVIIIe siècle et au début encore dans la première moitié du XIXe siècle, et ben c'est l'imprévu en fait. C'est l'imprévu qui gère tout. J'ai parlé avant des freins, donc des accidents. Voilà, l'accident qui pouvait ralentir des voyageurs pendant 2 semaines. Donc, là, ils n'avaient pas le choix, ils le savaient, c'était comme ça. Pareil sur la navigation maritime, traverser la Manche. En soi, aujourd'hui, il y en a pour, je ne sais plus, pourquoi, pour 2 heures de bateau, 5 minutes d'avion. À l'époque, s'il y avait pas la marée, des vents contraires, des voyageurs, ils passaient 2 semaines à Calais ou à Douvres à attendre de pouvoir traverser. Et c'était comme ça. Quand c'était en Russie et que c'était la débâcle, donc quand la neige fond, la Russie devient un immense marais, impossible d'avancer.
les rivières fondent, tout est inondé, voilà, plus possible d'avancer, mais ils devaient attendre, ils étaient prisonniers d'une ville pendant plusieurs mois. S'il y a des tempêtes qui rendent les routes impraticables, ils devaient attendre. Il y a une guerre qui bloque une frontière, ils devaient attendre. Voilà, et en fait, c'est cet imprévu qui organisait le voyage, et les voyageurs, ils avaient intégré ça dans leur cadre temporel, et ils faisaient avec. Alors après, par contre, cet imprévu, c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'il tend à diminuer, et il tend à diminuer pour une raison bien particulière, c'est la vapeur. C'est la navigation à vapeur, et c'est le tout début du chemin de fer. Parce que la vapeur, une cadence de la machine, cadence régulière. Un bateau à vapeur, même s'il y a un vent contraire, il peut quand même aller contre le vent. Il mettra un peu plus de temps qu'avec le vent, avec un bon vent, mais au lieu de mettre 3 heures avec un bon vent pour traverser la Manche, il mettra peut-être 5 heures, mais il traversera quand même la Manche. Il n'attendra pas 2 semaines. Pareil pour le train, même s'il pleut, la route, elle va pas être inondée, elle va quand même, le chemin de fer va rester praticable. Voilà, donc ça, moi, ma période, c'est le tout début, vraiment le tout début. Mais il y a quand même ça qui commence à apparaître. Cette régularité, cet imprévu qui commence à être dompté, même si évidemment pas totalement, et encore aujourd'hui, un imprévu peut encore modifier des voyages. Justement, le Covid, les épidémies à l'époque, l'épidémie de choléra, ça revenait aussi souvent pour bloquer des villes, bloquer des pays, bloquer des frontières, faire des quarantaines qui étaient assez communes déjà à l'époque. Donc, tout ça, ça nous amène justement, si on avance un peu, donc avec dans le temps, l'imprévu qui tend à être diminué, à amener de la vitesse dans les voyageurs, des nouvelles possibilités qui s'ouvrent, les routes en meilleurs états, les systèmes de transport qui se perfectionnent, les réseaux de poste, de messagerie, les voitures, les chemins de fer, la navigation à vapeur. Et donc la question que je me suis demandé, c'était est-ce que tout le monde veut profiter de la vitesse? Est-ce que tout le monde veut aller vite? Est-ce qu'il y a des gens qui sont un peu réticents à cette vitesse? Et la réponse, c'est oui. Alors, il y a beaucoup de gens qui veulent profiter de la vitesse. Cette réponse paraissait quand même assez évidente. Mais il y a quand même des réticences à la vitesse. Voilà, plus on peut voyager vite, plus des gens décident de voyager lentement. Il y a une sorte de retour dans les années 1830-40 au voyage à pied. Alors ça, le voyage à pied, évidemment, c'est encore une fois, c'est pas le marchand qui voulait voyager vite parce que pour lui, le temps, c'est de l'argent. Qui allait voyager à pied. Celui qui allait voyager à pied, c'était le noble. C'était le noble parce que lui, il avait du temps et de l'argent, il pouvait se le permettre et il faisait ça en réaction aux marchands. Aux marchands, il y a toute la classe bourgeoise qui commence à apparaître avec la vapeur, la machine à vapeur, le développement des toutes premières usines, des chemins de fer. Voilà. Tout ça, c'est assez lié. Et en fait, c'est que cette catégorie du bourgeois qui apparaît grâce à la vapeur, ça va être surtout un des premiers à profiter du chemin de fer. Parce que lui, il a de l'argent, il a du temps, mais son temps, il est compté, il veut le rationaliser. Il prend des guides qui vont lui dire qu'il peut faire un voyage en 2 semaines, des voyages en prenant le chemin de fer pour aller vite. Et donc, il y a un peu ce voyage bourgeois, ça apparaît un peu comme le début du tourisme, en fait. Alors là, c'est aller extrapoler un peu loin, mais presque le début du tourisme moderne, où on a 2 semaines de congés payés, on prend le train pour aller à la mer, pour aller faire un tour, découvrir un nouveau pays. Moi, c'est vraiment ce que j'ai analysé, c'était vraiment les racines de ces pratiques. Et donc, parallèlement à ça, j'avais commencé au début en disant
que les voyageurs, c'est les humains, ils vivent dans une société, et que les sociétés sont caractérisées par des schémas d'organisation temporelle. Et donc, j'ai voulu après changer d'échelle et me demander, bon, dans le voyage, on voit que les moyens de transport, ils permettent de voyager plus vite. Des gens veulent voyager plus vite, ils voyagent plus vite. Ils ont des nouveaux guides qui les encouragent à voyager plus vite, ils font des nouvelles formes de voyage. Est-ce que ça apparaît dans la... Comment ça transparaît dans la société? Est-ce que c'est la société qui a... l'évolution des cas de la société qui a influencé le voyage, ou est-ce que c'est le voyage qui a influencé la société? Ça a été un peu ma question finale, donc de confronter les anciennes et les nouvelles temporalités du voyage. Donc, alors ça, c'était assez évident donc dans la société que l'accélération du transport, ça réduit l'espace, hein, ça réduit l'espace parce que les distances, elles se caractérisent en temps de transport. Déjà à l'époque, mais encore aujourd'hui, on dit qu'on va faire Paris, je sais pas, je prends Lyon, Paris-Lyon, en kilomètres, je ne sais pas précisément combien ça fait. Par contre, je sais qu'il faut 2 heures de TGV. Voilà, je sais qu'il faut rajouter 1 heure pour aller à Grenoble en TGV, qu'il faut aussi 1 heure pour faire Grenoble-Lyon en voiture. Voilà. Et bien à l'époque, quand on sait qu'en diligence, on passe de 15 jours de diligence pour faire Paris-Marseille dans les années 1780 à 2 jours en train en 1840, l'espace se rétrécit. Et qui dit qu'il se rétrécit, dit justement la vitesse de l'information. Et ça apparaît aussi avec, ça se modifie avec le télégraphe, qui permet d'envoyer une information presque instantanément d'un point à l'autre, au télégraphe électrique qui apparaît en 1840 et qui se développe avec le train, parce que le télégraphe servait à suivre envoyer les informations le long des lignes de chemin de fer. Tout ça amène justement à la création, je l'avais parlé tout à l'heure, là c'est d'uniformisation du temps, d'un temps légal, parce que le chemin de fer va vite, il faut pouvoir gérer les correspondances, et donc il faut uniformiser le temps à l'échelle régionale, après à l'échelle d'un pays, et ça c'est les compagnies ferroviaires qui ont été un peu à l'initiative de ça. Et finalement, dans la société, donc ça crée une société qui va plus vite, qui est plus précise, et ça s'imbrique avec le début de la modernité, avec les usines, ou dans les usines. Ce qui fait la cadence, justement, maintenant, c'est l'horloge, hein, c'est le contremaître qui vérifie le temps de travail. Et là où ça change fondamentalement, c'est que maintenant, il y a un temps du travail qui devient précis. La catégorie, la classe des ouvriers qui commence à apparaître, ils doivent travailler de telle heure à telle heure. Les ouvriers commencent à avoir des montres, alors qu'avant, les ouvriers qui étaient plus des artisans, ils travaillaient chez eux, ils vivaient avec leur famille, tout était mélangé. Maintenant, c'est précis, ça se cadence, voilà, comme à l'usine, dans le train. Avec le train, l'information est plus rapide. Et ça se retrouve beaucoup dans la poésie, justement, qui font l'éloge de la modernité, l'éloge de la précision, voilà, l'humain, les progrès techniques domptent les imprévus, peuvent dompter les forces de la nature, dompter le climat, la météo. Mais par rapport à ça, il y a aussi beaucoup de gens qui sont en réaction, justement, qui voudraient qu'il fallait prendre le temps, il faut marcher. Voilà, donc il y a vraiment toujours ces différences d'échelle temporelle dans les évolutions. Tout ça m'a amené à... Voilà, donc là, je vais pour citer donc, rapidement mes conclusions. Donc l'intérêt accordé au temps par les voyageurs, il augmente significativement. Il l'utilise de manière de plus en plus précise. Au cours de la période,
et ils cherchent davantage à rationaliser. Même si l'évolution, elle est assez, on va dire, elle est progressive, mais elle est constante et progressive. Il y a vraiment un tournant avec, au début du 19e siècle, avec les postes qui deviennent très précises et surtout avec la vapeur. Et là, ces vitesses de transport, elles deviennent exponentielles. Il faut imaginer une sorte de courbe comme ça qui avance, le temps de transport, le temps qui se rationalise un peu plus, les voyageurs qui cherchent un peu plus, et puis d'un coup, ça monte comme ça. Après, par rapport à ça, il y a quand même toujours des réactions. Hein. Je parle du train, mais il y a toujours dans les campagnes, le train, il attend les gens, le train, il n'est pas très précis, il y a toujours des imprévus. Enfin, voilà, il y avait toujours quand même cette... il fallait quand même toujours que nuancer. Hein. C'était pas linéaire et pas... ce développement n'était pas partout identique. Plus rapide en Europe de l'Ouest qu'en Europe de l'Est. Enfin voilà, même spatialement, il y avait aussi des différences. Donc une évolution quand même assez générale. Dans la société, étant individuels, étant sociaux, ils évoluent. Ils évoluent à peu près de la même manière. Il y a donc temporalité du voyage, tant la société, elle se trouve vraiment liée. Moi, je pense que les deux, en fait, s'influencent l'une et l'autre. Les gens veulent, enfin, certaines personnes veulent aller plus vite. Elles arrivent à avoir les moyens pour aller plus vite. En contrepartie, elles peuvent aller plus vite, ce qui fait que ça influence dans la société, comme la plupart des gens peuvent aller plus vite, ok, ils vont plus vite, et ainsi de suite. C'est toujours un jeu un peu de renvoi. Et il y a toujours un peu ce jeu de renvoi. Et voilà, c'était un peu ça ma principale conclusion de ma thèse. Donc voilà ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Alors je suis allé un peu vite, donc là je prenais un peu de temps pour répondre à vos questions. Et je vais vous mettre dans le chat le lien de ma thèse en ligne où vous aurez toutes les références. Vous verrez toutes les références que j'ai citées, d'auteurs, mais aussi de sources. Vous retrouverez tout dedans. Merci Grégoire, je l'ai mis Oui, dans ok, le bon, chat, très bien. mais voilà, peut-être qu'il y en a un autre. Merci. Est-ce qu'il y a des questions après cette présentation très claire et hyper intéressante? Catherine, peut-être? J'ai vu que tu étais citée dans les remerciements de la thèse. Et voilà, je la connais par cœur, du coup. Voilà. Peut-être non, Catherine ou je ne sais pas qui d'autre. Peut-être vous avez des questions? Alors, moi, je me présente encore, Hannibal James, à Neuchâtel, en Suisse. Je dirige plusieurs unités de recherche dans le domaine du transport aérien. Donc, très intéressant votre période. C'est juste la partie cachée de tout cet essor de l'aérostation, les dirigeables et après l'aéronautique, hein, qui vient s'ajouter à cette couche de transport multimodal, hein, toutes ces histoires. Donc, une première remarque culturelle, et c'est très bien le titre de votre thèse, vous parlez en Europe. Hein. Voilà, je viens de l'Amérique latine, de l'Argentine, et la première chose qui a commencé à me désespérer des Européens, c'est que vous êtes impossible de compter, pour vous, c'est impossible de compter des kilomètres de distance. C'est simplement impossible. Vous êtes, ou peut-être c'est une caractéristique des francophones, vous êtes verrouillé dans votre esprit avec le temps. En Amérique latine, en général, en Afrique, en Asie même, si on dit Neuchâtel-Lausanne, vous direz 40 minutes de voiture. Voilà. Et moi, je dirais 75 km. Vous voyez, voilà. Donc, tout ça pour dire que si après on superpose les transports de surface, tout ce que vous mentionnez, à pied, la route, les rails, les bateaux, dans les transports de surface, l'élément clé, c'est le temps. Et dans le transport aérien, depuis la préhistoire, c'est la distance. La clé
aéronautique, c'est la distance. Voilà. Donc, ailleurs dans le monde, on pense aéronautique, si vous voulez, si je fais un parallèle. Non, voilà. Donc, ça c'est un sujet de remarque. Mais justement, pour soutenir votre point de vue ici, dans le domaine des machines volantes, nous on dit que le problème à niveau de construction de l'objet, c'est les interfaces. Interfacer des matériels différents, ça c'est le problème. Et à niveau des opérations, on a un seul problème, et ce sont les transitions. Alors, j'ai lu en diagonale vos tests, donc vous parlez, vous montrez, voilà, tout ça, mais je vois qu'il y a un écho là-dedans, parce que c'est quoi, quand vous parlez des incidents de voyage, voilà. Donc, tant que vous êtes dans votre logement, rien n'arrive, ou il a des petits événements là. Après, vous vous déplacez, et dans le déplacement, il a l'incident, il a la casse, les bateaux qui coulent, voilà. Et justement, vous parlez de la vapeur qui permet d'échapper à une première aléa de l'incident que c'est la météo. La marée, il n'y a pas de vent pour le bateau, voilà, les chemins sont inondés, et voilà, voilà. Et je superpose encore l'affaire de l'aviation, et l'aéronautique, c'est aussi raccourcir encore le temps d'exposition aux incidents. Donc, pour résumer tout ça, et voilà ma question, c'est dans cette période-là, d'après, je vais lire en détail, hein, une extense votre thèse, je trouve très intéressant, mais dans cette période-là, vous n'avez pas décelé, ou vous n'avez pas interprété qu'il y avait un changement de paradigme entre temps et distance. Parce que comme il avait les prémices de l'aérostation, l'aéronautique, le transport aérien dans ces périodes. La première ligne aérienne a été conçue par deux Suisses à Londres en 1805, pour vous dire. Il n'y avait même pas de machine à vapeur capable de transporter. Mais vous n'avez pas décelé dans tout ce travail que vous avez fait une sorte de fissure, démarrage, de transition entre ces deux concepts. Un, que c'est le temps de voyage, et l'autre, c'est la distance de voyage. Voilà ma question. Mais merci. Et non, bah, pas trop, justement, hein. Alors, j'ai bien quelques exemples de voyages aéronautiques, hein, sur les ballons. Et là, j'en ai un en 1783, un Espagnol, Antonio Ponce. Lui, il voit une démonstration des frères Montgolfier. Et il écrit, donc il est en voyage en France, hein, cet Espagnol à Paris, il voit la démonstration, et il écrit, et il est enthousiasmé. Pour lui, d'ici quelques années, on pourra relier Paris à Madrid en ballon, et il y en aura quelques heures, voilà. Et il y en a même qui disent que je pourrais rentrer à Madrid en quelques heures depuis Paris. Donc, 1783, cet exemple. Après, non, moi, ce que j'ai vraiment vu, c'était toujours en termes de distance, hein, toujours en termes de temps, pardon, pas en termes de distance. Il y a aussi quelque chose qui, je pense, qui aidait pas, c'est que des mesures de distance, il y en avait plusieurs en Europe, qu'elles évoluaient, que c'était pas toujours très clair entre les milles, les lieues, qu'elles soient anglaises, françaises, allemandes, de telle province allemande. Entre les traductions dans les guides, c'était jamais vraiment pas toujours très clair. Et ça, j'ai pu retrouver pas mal d'incohérences dans des guides, justement. Des fois, c'était précisé, des fois non. Bon. Il y avait ça. Et c'est surtout ce que j'ai vu, c'était à la fin, c'était plus un rétrécissement de l'espace. Il y avait vraiment ça. Si je suis encore animateur, je vais pouvoir peut-être vous repartager, si je la retrouve, une carte qui date de 1888 et alors c'est une carte de la France, hein, publiée. Voilà, je vais vous mettre ça. Je peux pas partager là.
Voilà, donc ça, les cartes que vous voyez, ça, elles ont été faites a posteriori. Celle-là, pour illustrer, c'est celle-là de carte, voilà. Donc ça, publié dans Album de la statistique graphique 1888. Donc il parle de l'accélération des voyages en France depuis 200 ans. Donc on voit justement, ici c'est écrit en petit, peut-être si je zoome, je ne sais pas si vous verrez. Ça c'est le temps de trajet des diligences au milieu du XVIIe siècle. On peut voir Marseille, j'arrive même pas à lire. Marseille, 359 heures, voilà. Et ici, bon, c'est trop petit. Mais on voit comment la France s'est rétrécie. Et à part ça, non, j'ai pas vraiment vu de lien avec, avec les distances, quoi. C'est toujours resté souvent en temps, hein, même dans les circuits. On cherche, je posais la question justement parce qu'on est en train d'étudier l'affaire, hein, notamment l'influence du romantisme dans la machine aérienne, le processus, véritablement c'était quelque chose de global, non? Et justement, c'est pour ça que je suis là et intéressé surtout à votre présentation. On essaie de trouver des éléments historiques dans l'histoire des techniques dans lesquels on voit les prémices. Il y a toujours des petits signes avant-coureurs chaque fois qu'il a une transition de ce genre. Non? Mais oui, en effet, il avait le problème déjà de l'unification horaire, c'était n'importe quoi. Ça continue à être n'importe quoi. Hein. Madrid, il continue à être avec l'heure de Berlin, comme Franco l'avait mis en 1939. Hein. Donc, et le problème des distances, c'était l'unité pour la distance. Non? Voilà, c'est ça. Que, voilà, et ça commence véritablement à se mettre les choses en place dans les premières rencontres aéronautiques, c'était en 1909 déjà. Notamment à l'Aéroclub de France, qui commence à chercher une sorte de standard, hein, justement, pour pouvoir faire les records, parce que ça commençait avec ça, non? Un record du temps, ok, c'est bon, mais le record de distance, il faut pouvoir la mesurer, non? Voilà. Donc, alors voilà, c'était ça ma question et mon commentaire. Ouais, bah, mesurer. Après, il y avait bien des odomètres. Il y en avait qui faisaient ça. Souvent, c'était les scientifiques, ouais, ceux qui faisaient les savants qui voyageaient. Eux, ils aimaient bien noter, répertorier, dire aujourd'hui, je fais telle ville, j'ai fait telle distance. Il y en avait quelques-uns qui mettaient un odomètre à leur voiture pour après comparer si leur odomètre leur donnait les mêmes valeurs que ce qu'il y avait dans les guides, dans les itinéraires. Et mais ça, j'ai pas l'impression qu'ils en faisaient grand-chose à part juste le relever comme ça en fait. La distance, ça restait un chiffre qui était assez abstrait. J'ai l'impression, alors je sais pas si Catherine, toi, tu as un peu cette idée-là. Moi, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi avec cette question de l'odomètre. En plus, on voit bien avec ce qu'a fait Louis Dutens donc, dans les années 1780. Il a vraiment cherché à plutôt exprimer à quantifier en fait l'éloignement d'un endroit à un autre avec le temps, en disant que ça servait à rien entre guillemets de savoir en termes de bon, pas de kilomètres parce que c'était pas l'unité utilisée, mais que ça servait à rien de mesurer la distance géographique parce qu'on ne pouvait pas forcément aller à la même vitesse partout et que donc c'était beaucoup plus intéressant de savoir qu'on pouvait faire le trajet en 2 heures que de savoir voilà, quelle était la distance en unité de mesure du terrain. En revanche, je trouve que là, on voit quand même, enfin moi qui commence un petit peu plus tôt, j'ai pu voir qu'à la fin du 17e quand même, par exemple dans les dictionnaires pour définir la lieue, qui était une des unités de mesure utilisées, on la quantifiait là aussi d'un point de vue distance géographique sur le terrain. Et en fait, effectivement, au cours du 18e, on bascule quand même plutôt vers des quantifications en durée. Donc là, je trouve quand même qu'en ayant commencé un peu plus tôt mon étude, qu'on l'observe quand même au cours de la période, mais sur un temps assez long quand même. Donc ouais, ça paraît pour le temps aussi plus 17e siècle, hein, où j'avais au début, voilà, on se réfère au temps par rapport aux cloches des églises, par rapport à la nature. On disait il était bien, c'était
Un journal, c'était à vol de bécasse quand j'arrivais, parce que les bécasses, ça vole le soir à la tombée du soleil. Bon, voilà, c'était comme ça. Et après, plus ça avance, plus c'était basé sur l'heure de la montre, mais une heure qui était toujours imprécis, plutôt imprécise, hein, pas très, mais on venait quand même sur quelque chose d'un peu plus mesuré et moins venant de la nature ou des éléments extérieurs, quoi. Une autre chose au sujet de distance dans le domaine de l'aéronautique, l'aérostation et tout ça, c'est qu'on pouvait prendre des positions géographiques astronomiques, hein, sextantes et autres, et point d'arrivée, point de départ, et faire un calcul en ligne droite, chose qui était rarement faite, sauf dans des voyages transatlantiques ou dans des voyages aériens. Le transport terrestre, fluvial, c'était toujours une collection de détours, non? Il n'avait pas la ligne droite astronomique entre le point A et le point B pour calculer vitesse, temps, voilà, ça dans la distance, non? Donc, voilà. Mais voilà, on continue à chercher la piste, comment est-ce qu'on est arrivé là, non? Dans les prémices historiques, les instruments, les méthodes, et surtout, ça c'est la partie intéressante du travail historique des récits de voyage, c'est l'utilisation, l'utilisateur, comment est-ce que lui il se prenait sur le terrain, non? Ça c'est précieux. Alors voilà. Merci pour toutes ces questions et ces remarques. Oui, bah, c'est sûr que ça, c'est un récit de voyage, hein, c'est ça, je pense, la grande richesse de cette source. C'est que dedans, on trouve tout et n'importe quoi, hein, surtout fin 18e siècle. Alors, soit les récits qui étaient publiés, souvent, ils étaient passés un peu sous le filtre. Les gens, peut-être, tendance un peu à s'auto-censurer. Ceux qui étaient restés à état de manuscrit, qui étaient publiés qu'à titre posthume, ils pouvaient être beaucoup plus libres. Moi, j'ai lu, je sais même plus combien de dizaines de milliers de pages de récits de voyage. Il y avait vraiment des choses intéressantes tout le temps, mais il y avait énormément de choses. Et en fait, on voit que c'était, quand je disais que chaque voyage c'était un cas particulier, j'exagérais pas. C'était vraiment, ils partaient en Europe pour des raisons différentes, des espaces différents, des moyens de transport différents, des routes différentes. Ça n'avait rien à voir et il leur arrivait souvent des aventures pas possibles, quoi. Alors là, je n'ai pas forcément en tête comme ça, mais après, j'avais l'impression d'entretenir une certaine proximité avec certains voyageurs, commencer à un peu les connaître, voir un peu leur manière d'écrire, ce qu'ils aimaient, ce qu'ils n'aimaient pas. Voilà, il y avait un voyageur, par exemple, il faisait un tour tout autour de la mer Baltique, et lui, il parle toujours de la fille de l'aubergiste. Dans toutes les auberges, il décrit la fille de l'aubergiste. Bon, voilà, ça, c'était des choses qui étaient, ne plus rien à voir avec la distance, mais c'était quand même assez marrant. Et ça permet aussi de cerner un peu plus la personnalité du voyageur, ce qui pouvait expliquer aussi certains aspects de sa perception ou son organisation temporelle du voyage. Quand on voyait certains qui avaient l'air très rigides, qui se plaignaient toujours de la moindre chose, quand il y avait un retard et qu'ils se plaignaient, on disait bon, bah d'accord, il se plaint pour tout, normal qu'ils se plaignent du retard. Voilà, donc il y avait aussi tous ces paramètres à en prendre en compte, hein, mais il y avait vraiment énormément de paramètres et surtout de voir toujours cette évolution constante. Et moi, c'était vraiment, j'ai arrêté en 1850 parce que le chemin de fer, c'est là où ça commençait un peu à exploser. C'était vraiment le début. Et moi, quand je parle de mes voyages, les quelques voyages en train que j'ai étudiés, c'était des toutes petites lignes les voyageurs, ils pouvaient mettre des jours et des jours pour aller faire on va dire les quelques dizaines de kilomètres pour aller à la gare. Et après, avec la gare, ils faisaient en quelques minutes la même distance pour après reprendre une voiture tirée par des chevaux pour finir. Hein. C'est le cas de Balzac, c'est un des plus récents que j'ai étudié. Balzac, son voyage en Ukraine. Lui, c'est exactement ça. Il prend le train à Paris jusqu'à Cologne, je crois. Après, il reprend le train. Non, il y a des parties qui sont en voiture, en diligence, pour aller reprendre le train à, je sais plus, à Mayence, ainsi de suite. Après, il arrive en Ukraine.
Là, il met en gros 1 mois pour faire à vol d'oiseau 300 km, alors qu'avant, il a fait en 3 jours toute la distance qui va de Kiev à Paris, quoi. Donc, il y a vraiment en fait une multiplicité de couches temporelles qui se superposent un peu à tous les niveaux. Et moi, j'ai un peu essayé de démêler tout ça. C'était un peu je pense que c'était un peu ma contribution à travers ma thèse, c'est d'essayer de démêler toutes ces racines des temporalités un peu modernes. Alors, je sais pas si je suis vraiment bien arrivé. En tout cas, je pense que peut-être fait quand même je pense que j'ai un peu avancé la question. L'histoire vous jugera. Et surtout, c'est qu'après, à part Christophe Studeni qui a travaillé sur ça, il y a eu très très peu de gens qui s'étaient posé la question, en tout cas à cette période, sur le temps. Moi, c'était le temps. Christophe Studeni, c'était la vitesse, ce qui est déjà qu'un aspect du temps. Et lui, il avait mis ça, et son étude, c'était que sur la France. Moi, j'ai d'élargir un peu plus, même s'il y a quand même une prédominance d'Europe de l'Ouest, surtout la France, un peu l'Allemagne, la Suisse, l'Angleterre. Bon, ça, c'est aussi que je parle pas russe, je parle pas suédois, donc pour les sources, c'était beaucoup plus compliqué. Et voilà, et justement, avec Catherine qui travaille dessus, je pense qu'à tous les deux, ça va être qu'on va un peu apporter notre pierre à cette historiographie du temps et surtout du voyage, mais des mobilités plus largement, quoi. Et quand vous avez commencé à parler, vous faisiez référence à votre travail actuel dans le privé, qui n'était pas dans le même domaine, mais quand même, vous utilisez la même méthode. Vous pouvez parler de ça ou non? Ouais, si vous voulez, mais en fait, ça n'a rien à voir. C'est que là, je travaille dans le conseil en innovation. Donc, ça n'a rien à voir avec. En France? Ouais, en France. En fait, on conseille des startups ou des grands groupes pour innover, pour entreprendre. Donc, mais quand je parle de la méthode historique, c'était plus de pouvoir. Il n'y a pas de recherche de sources comme en histoire. C'est de pouvoir analyser des sources, voir des tendances. C'était plus dans ça, dans l'analyse de sources. Donc là, on n'est pas sur des sources écrites. Et par exemple, je peux mener des entretiens dans des entreprises pour voir ce que pensent les gens, de comment ils travaillent, pour pouvoir améliorer, pour qu'ils innovent plus, par exemple. Voilà, très, très rapidement, ça correspond un peu à ça. En fait, mais c'est une méthode sciences humaines plus largement. C'est une méthode d'histoire, mais la méthode, on peut travailler avec des gens qui ont fait des thèses en sociologie, en philosophie. Ça marche aussi très bien, quoi. Ok, merci beaucoup pour la réponse. D'autres questions? Moi, j'en avais une, en fait. Alors, effectivement, j'attendais que tu cites Christophe Studeni, parce que je me suis dit, tiens, ça s'approche de ce que tu... Alors, j'ai pas lu la thèse, effectivement, mais ça s'approche de ce qu'il faisait, même si, effectivement, lui attaque le XVIIIe siècle et va jusqu'au XXe siècle. Et toi, tu prends le parti d'étudier avant, et comme tu l'as dit, d'étudier plus largement l'Europe, et pas l'Europe occidentale, et pas juste lui étudie la France. L'autre... Là, ça, c'était c'était juste une remarque. Par contre, la question, mais peut-être que ça vient un peu plus après tes recherches, et comme tu es parti dans une autre direction, peut-être que tu n'as pas suivi nécessairement l'historiographie, sur l'ouvrage de Laurent Vidal qui vient de sortir un livre sur les hommes lents, qui peut-être fait écho à ta recherche, puisqu'à un moment donné, tu parles de la lenteur. Et peut-être, je voulais avoir peut-être ton avis, si tu avais eu l'occasion d'entendre parler de ce livre et ce que tu en pensais, si jamais ça rentre dans tes... Oui. Laurent Vidal, c'est celui qui a écrit Masagao. Il est professeur. Alors, je ne sais pas ce qu'il a écrit d'autre, mais il est à l'université de La Rochelle. Oui, c'est lui. Oui, voilà, donc il a écrit... La ville qui a traversé l'Atlantique. Oui. D'ailleurs, nous, on collabore avec une école d'ingénieurs à La Rochelle, l'EXI. On travaille avec des étudiants d'ingénierie, mais nous, on est convaincus que ce qui nous manque à tous les ingénieurs, c'est des sciences humaines et sociales pour justement leur ouvrir l'esprit. Et on s'est entretenu avec lui au sujet justement de l'Atlantique. Lui, il mène une
cher de recherche, je crois, au Maroc aussi, au sujet des études atlantiques. Voilà, il a eu toute une histoire. Et l'Atlantique, l'aéronautique, l'aviation, la traversée de l'Atlantique, voilà, il a toute une filière là-dedans. Voilà, donc c'est ces personnes-là, oui, c'est juste, c'est Laurent Vidal. Ouais. Ouais. Donc, je laisse répondre, je vous laisse, c'est la même personne. Oui, alors Christophe Studini, hein, évidemment, enfin je le connais très bien. Alors pas personnellement, je l'ai jamais rencontré, mais ses travaux, oui, moi je les ai tous bien étudiés et dans ma thèse, il doit faire partie des personnes les plus citées. J'ai dû le citer quelques dizaines de fois quand même, quoi, si c'est pas centaines de fois presque. Donc, ouais, donc je suis bien appuyé sur ce qu'avait déjà fait Christophe Studini. Et effectivement, là, Laurent Vidal, Les Hommes Lents résistent à la modernité. Non, alors vous m'apprenez la sortie de ce livre. Oui, alors je pense que s'il était sorti il y a quelques temps, ça m'aurait bien intéressé. Parce que cette résistance à la modernité, mais en fait, alors moi dans ma thèse c'est un tout petit peu annexe, hein, quand même. C'est un peu une de mes conclusions élargies. Mais ouais, ça vient totalement justement quand le voyage s'accélère, qu'il y a le voyage en train. J'ai trouvé à la fois beaucoup de poésie, hein, tous les poètes qui glorifient la puissance, la vapeur, avec des lieux communs, des topos assez connus dans le développement des progrès du genre humain au XIXe siècle, et à la fois quand même toute une partie qui est en réaction, qui disent que de voyager trop vite, on va perdre toute la substance du voyage, que le voyage c'était justement de devoir s'ennuyer, que le voyage c'était d'avoir le temps de voir, que là quand on allant trop vite depuis le train, on va voir les paysages tout flous, on ne verra rien. Ce ne sera pas comme une scène figée comme dans la peinture du XVIIIe siècle, justement. Les nobles qui se inspirent de Rousseau, qui remettent un peu à la mode au goût du jour le voyage à pied. Je pense aussi à Rodolphe Töpffer en Suisse, avec ses voyages en zigzag. Voilà, ça c'est à peu près cette période-là. Donc ouais, mais c'est en fait, je pense que alors ça, moi, ma conclusion, j'ai donné la conclusion générale, j'ai nuancé. Dans ma thèse, je nuance quand même beaucoup pas mal, hein. Je pense que j'ai autant de contre-exemples que d'exemples en fait, hein. Parce que effectivement, là, on est sur différentes échelles, à la fois dans le temps, à la fois sur la catégorie sociale, à la fois un peu sur les pays. Enfin, il y a vraiment différents temps qui se superposent, et même encore en France, où il y a des lignes assez rapides pour faire traverser la France des Paris de Marseille à la fin du 19e siècle, et il y a encore le petit train campagnard qui n'a pas vraiment d'horaire défini. Il arrive en gare, il attend un peu les habitués, et puis il repart, et puis il avance à 15 km/h. Ouais, ça, il y en a encore. Il y en a encore bien plus tard, quoi. Donc il y a vraiment voilà, une superposition de temporalité. Et pareil pour les groupes sociaux dans la société en général, on peut dire, accélère. Mais dedans, il y a différents groupes. Est-ce que ça va être les groupes urbains, en milieu rural? Est-ce que ça va être après les directeurs d'usines, les artisans, même en milieu urbain, en milieu rural? Enfin, tous ces sous-groupes, en fait, ont un peu des conditionnements autant différents, et qui les influencent après dans leur perception, dans leur organisation du temps, quoi. Donc ouais, tout se superpose, en fait. C'était un peu un enchevêtrement de temporalité. J'ai essayé de démêler un peu avec ça. Je pense que j'ai un peu fait, mais ça reste quand même encore un peu enchevêtré, quoi. Je me suis vraiment mis aux racines de ces temporalités. Très bien. On a dépassé l'heure de 4 minutes. Est-ce qu'il y a encore une dernière question ou on peut clore la séance? Oui. Oui, Pierre-Louis, vas-y. Ouais, merci Étienne. Oui, donc merci Grégoire pour ton intervention. Donc on se connaît un petit peu déjà parce que bon, tu es à Grenoble aussi, puis on a déjà eu l'occasion de travailler dans l'espace doc du bâtiment Arche en même temps. Donc ouais, merci j'avais déjà parlé un peu avec toi de ton travail de thèse, mais là j'ai vraiment vu tout ce que tu as fait, donc je trouvais que c'était hyper intéressant. Et moi, en fait, c'était rapidement une remarque, c'est donc j'ai fait une thèse en géographie, et c'est vrai qu'en géographie, le temps du voyage et le vécu des voyageurs, tout ça, en fait, ça a longtemps été mis de côté, un peu balayé. On disait en fait que le temps du voyage, du déplacement était un temps mort. Et on dit souvent en géographie que c'est à partir des années 90 que d'un coup, il y a eu un éveil, un déclic de se dire, bah non, c'est pas un temps mort, il se passe des choses pendant le déplacement, qu'on voyage, qu'on aille travailler, des choses comme ça. Et en fait, quand je vois ton travail, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup d'apports et énormément
de matière pour réfléchir. Enfin, voilà, et je trouve, voilà, enfin, je me dis que c'est vrai qu'en géographie, je trouve que c'est quelque chose finalement qui est assez mis de côté, et je trouve qu'on devra aller voir encore plus loin en fait dans les siècles précédents, tout ce qui s'est fait, enfin tous les écrits qu'il y a pu avoir. Je trouve que ça donne vraiment matière à réfléchir, et on voit que c'était déjà un sujet qui était une préoccupation depuis longtemps. Ouais, donc merci pour ta présentation et tous ces éléments. Et ouais, merci Pierre-Louis. Et ouais, effectivement, pour la géographie, moi j'ai pas mal utilisé la géographie. Pour ceux qui sont intéressés autant, j'ai plus le nom en tête. Il y a un ouvrage collectif il y a quelques années sur justement le temps du voyage. Mathieu Flonneau, je crois. Ok, Étienne Fouget, vous y avez participé, peut-être. C'est possible. De l'histoire des transports à l'histoire de la mobilité, mais je crois que ce soit celui-là. Sur le temps. Si, l'histoire de transport de la mobilité, enfin pas sur le temps là. Donc ça m'avait bien servi en fait, mais c'était sur le. Il y a une partie sur le temps dans ça. Et c'était aujourd'hui, moi j'essaie en fait un peu de faire un peu l'approche géographique, j'essaie d'apprendre un peu et de reprendre ces analyses et de les déplacer dans le temps et de les mettre un peu avant, quoi. C'est aussi le rôle de l'historien de prendre un peu ces sciences humaines-là, ces sciences humaines et de voir comment c'était avant. J'ai fait un peu pareil avec la sociologie aussi, quand je parle des conditionnements temporels sociaux. Pour faire ça, j'ai pas mal repris de sociologie. Alors, il y en a qui s'étaient un peu intéressés un tout petit peu à la période, donc j'ai réutilisé ça, mais j'essaie de voir comment ils avaient fait pour le reprendre un peu à mon échelle d'historien et de prendre un peu les cadres théoriques d'autres disciplines pour voir ce que ça pouvait donner, quoi. Mm-hmm. Et ouais, voilà. Merci. Très bien. Pas d'autres questions pour notre intervenant? Moi, je voudrais juste dire bonjour. Là, je suis arrivé il y a 20 minutes. Oui, j'ai vu, oui. Bonjour, Abel. Et c'est simplement pour ne pas me donner l'impression d'être un espion passager clandestin, donc dire bonjour à tout le monde. Et j'ai trouvé très intéressante le petit bout de discussion auquel j'ai assisté. Voilà, c'est tout. Oui, j'ai vu. Merci, Abel, pour la visite et merci d'être venu. Donc, merci Grégoire pour cette présentation et merci de ta disponibilité. Voilà, merci à Ben. Thank you, Ben, for staying there. Donc, la prochaine séance aura sûrement lieu au mois de décembre sur les mobilités coloniales. Je vous enverrai le mail qui confirme cette séance sur les mobilités coloniales, qui aura normalement, qui sera en lien avec le musée du Quai Branly. Donc, je travaille là-dessus et les autres collègues qui ne sont pas là, mais Louis Baldasseroni, Arnaud Passalacqua participent aussi, bien évidemment, à l'association. Donc, on mettra ça sur Internet. Maybe Ben et Grégoire, peut-être que vous pourriez... je vous enverrai un mail pour valider la possibilité de mettre la vidéo sur YouTube, si possible, et éventuellement d'avoir vos présentations qu'on mettra sur le site de P2M. Voilà, c'est à peu près tout de ma part. Je crois que je n'ai rien oublié. Mais merci à tous d'être venus, d'être présents, et puis je vous contacte au besoin par mail. Bon après-midi, bonne soirée. Bonne soirée. Merci beaucoup, Étienne. La préparation de tous ces colloques, c'est très intéressant pour nous qui on est un peu dans la périphérie de votre monde. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Oui. Au revoir. Au revoir tout le monde. Très bonne fin de journée.